Très heureuse de vous informer, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir. Tout de suite, le sommaire. Dans un rapport publié ce lundi 30 septembre 2024, Médecins sans frontières MSF tire la sonnette d'alarme face à l'augmentation alarmante de violences sexuelles en République démocratique du Congo. L'ONG annonce avoir soigné plus de 25 000 victimes en 2023, soit plus de 2 victimes par heure. Les motocyclistes de la ville de Kinshasa ont déclenché ce lundi 30 septembre un mouvement de grève sur toute l'étendue de la capitale congolaise. À en croire ces derniers, les tracasseries routières sont à la base de ces mouvements de grève. L'ancien basketteur congolais Dikembe Mutombo, qui avait joué 26 ans en NBA, est mort à l'âge de 58 ans après avoir lutté près de 2 ans contre un cancer du cerveau, a annoncé ce lundi la Ligue nord-américaine de basket cet après-midi. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Ouvrons avec le président de la République, Félix Tshisekedi, qui séjourne depuis le dimanche 29 septembre à Budapest, en Hongrie, pour une visite d'État de 3 jours sur invitation des autorités hongroises. Durant son séjour, le chef de l'État rencontrera le Premier ministre Viktor Orban, principal dirigeant du pays et chef du gouvernement hongrois depuis 14 ans, ainsi que le président Suliok Tamas, pour de divers accords de coopération entre les deux pays. Ce dimanche, en début de soirée, le président Félix Tshisekedi est arrivé à Budapest, en Hongrie, en Europe centrale, pour une visite d'État de 3 jours sur invitation des autorités hongroises. Le programme prévoit plusieurs rencontres de haut niveau et la signature de différents accords de coopération. Le chef de l'État a eu une première rencontre avec le Premier ministre Viktor Orban ce dimanche lors d'un dîner privé. Dès ce lundi, le président Félix Tshisekedi sera reçu au palais présidentiel Sándor par le docteur Tamas Suliok, président de la Hongrie, avant de revoir le premier ministre Viktor Orban au monastère de Karms. Dans ces pays à régime parlementaire, le président Tshisekedi sera à l'honneur ces mêmes jours au Parlement monocaméral hongrois. Durant son séjour, le chef de l'État proposera à la Hongrie, qui préside le Conseil de l'Union européenne jusqu'en décembre 2024, d'inscrire la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'Est de la RDC parmi les priorités diplomatiques de l'Union européenne. Dans le cadre du renforcement de leur partenariat, la Hongrie et la RDC signeront 2 accords de coopération économique dans les secteurs où les autorités hongroises souhaitent investir en priorité, comme l'agriculture, les infrastructures et la production d'énergie en RDC. Lors de cette visite d'État, le président Félix Tshisekedi est accompagné de plusieurs membres de son gouvernement, dont le ministre des Affaires étrangères, de l'agriculture, des infrastructures, des ressources hydrauliques, ainsi que de dirigeants de la compagnie congolaise des lithium. Enfin, le chef d'État visitera les usines spécialisées dans le secteur de nouvelles technologies pour découvrir le savoir-faire hongrois qui excelle dans le domaine de l'innovation. Prenons cette brève de la rentrée parlementaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les députés provinciaux ont participé ce lundi 30 septembre à la plénière d'ouverture de la session ordinaire de septembre, essentiellement budgétaire, qui inaugure la rentrée parlementaire. Le seul point était le discours du président de l'APK, Lévi Mbouta, qui a évoqué plutôt plusieurs aspects de la vie de Kinois, pour lequel il a invité l'hôtel de ville à travailler pour le salut du peuple kinois. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie inaugurale de la session de septembre 2024, notamment le gouverneur Daniel Bumba et son vice Edi Iyeli, y compris les présidents de la Cour d'appel ainsi que celui de la Cour des comptes. Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme face à l'augmentation alarmante de violences sexuelles en RDC. L'ONG annonce avoir soigné près de 25 166 victimes en 2023, soit
plus de 2 victimes par heure. Ces chiffres, le plus élevé jamais enregistré par l'ONG dans le pays, représentent une augmentation significative par rapport aux années précédentes où la moyenne annuelle atteignait environ 10 000 victimes. Regardez. Médecins sans frontières a dévoilé ce lundi 30 septembre 2024 un rapport accablant sur la crise en charge de violences sexuelles en République démocratique du Congo, révélant qu'en 2023, 25 166 victimes ont été soignées à travers le pays, soit plus de 2 victimes par heure. Ces chiffres, le plus élevé jamais enregistré dans l'organisation en RDC, marquent une hausse dramatique par rapport aux années précédentes. Ces rapports basés sur les données recueillies dans 5 provinces, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema, Kasaï central, montrent que les équipes de MSF ont traité un nombre sans précédent de victimes de violences sexuelles, avec une concentration particulièrement marquée dans la province du Nord Kivu en proie à des conflits armés intenses. Entre janvier et mai 2024, le MSF a pris en charge 17 363 victimes rien qu'au Nord Kivu, représentant 69% du total des victimes soignées en 2023 dans 5 provinces concernées. Les filles et les femmes, majoritairement déplacées en raison de conflits entre le M23 et l'armée congolaise, sont les premières victimes exposées à des agressions souvent sous la menace d'armes. Face à cette situation, MSF appelle à une action urgente de la part des autorités congolaises, des acteurs humanitaires et des bailleurs internationaux. Les rapports mettent également en lumière que 88% des victimes soignées en 2023 sont des femmes et des filles, dont 10% sont mineures. La détérioration des conditions de vie dans le camp des déplacés conjuguée à l'insécurité omniprésente aggrave cette crise humanitaire. Les femmes sont souvent agressées en sortant de camps pour collecter du bois et ou de l'eau, ou lorsqu'elles sont contraintes de se déplacer dans les champs. Les violences sexuelles en RDC constituent une urgence médicale et humanitaire de premier ordre. MSF appelle à des actions concrètes et immédiates pour enrayer ces fléaux et protéger les populations civiles, notamment les femmes, les filles qui en sont les premières victimes. En politique, répondant à l'invitation de l'université Princeton, l'une des plus prestigieuses institutions académiques aux États-Unis d'Amérique, pour parler de la situation actuelle de la République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu Madidi a dressé un portrait sans concession de la crise que traverse la République démocratique du Congo. Instabilité politique, agression récurrente de la part du Rwanda et complicité tacite de certaines puissances internationales. Suivez ici son propos. Moi, je suis depuis Chicago à la conférence, à la convention des démocrates. J'ai dit aux Américains qui jouaient un jeu que je ne comprenais pas, qui était contre les principes démocratiques qu'ils défendent. Il prend un pays comme le Rwanda, dirigé par un dictateur. Le dictateur dirige le pays, il organise les élections comme il l'entend, comme il veut, il ne dit rien. Mais si ça s'est limité à ce niveau, je peux comprendre. Mais ces dictateurs entrent dans mon pays, détruisent mon pays, arment les gens. Le M23, c'est lui. Ils ne disent rien. Mais au contraire, il finance son budget. Tshisekedi, il est M23, Tshisekedi et Kagame étaient des amis. Tshisekedi sait, s'il le dit, ça c'est lui qui le dit, mais il sait. J'ai toujours dit que l'union sacrée était la deuxième grossesse du couple FCC-Cash. Et je vous ai dit que si Kabila, en partant du pouvoir, il avait laissé le projet de balkanisation, ça c'était en 2020, en 2021, à 50%, tu sais qu'il à cette époque l'avait amené à 75%. Et aujourd'hui, où nous sommes. C'est moi qui ai dit ça avant. Donc, ne me dites pas des problèmes de Tshisekedi, de Kabila et de Kagame, parce que les trios, c'est le trio qui a détruit les Congos. Ok? C'est ce trio qui a détruit les Congos. Et je le sais, qui ne le sait pas. Donc moi, j'ai dit aux Américains que ces jeux-là, on ne peut pas accepter quelqu'un qui détruit mon pays. 115 localités aujourd'hui prises. Et vous regardez, vous ne dites rien. Vous venez ici, à l'ONU, on parle de l'Ukraine, on parle de Gaza, d'Israël, on parle du Soudan. On a parlé du Congo en tant que point inscrit clairement à l'ordre du jour pour que les gens traitent et trouver une solution.
Donc, j'ai dit que non. Vous devez avoir les principes démocratiques partout pareil et non la politique des 2 poids, 2 mesures. Donc, si vous continuez à faire cela, c'est que vous avez un projet derrière vous. Et quel projet? Je dis non, et je l'ai dit aussi à Jean-Pierre Lacroix. C'est-à-dire que votre ancienne idée, que le Congo n'appartenait à personne, et que vous voulez les balkaniser aujourd'hui. Et comme le professeur Kankouen Dambaya avait écrit dans les livres le projet de balkanisation et d'implosion du Congo. On a RDC face au projet de balkanisation et d'implosion. Donc, vous voulez balkaniser les pays pour que chacun s'occupe d'un petit morceau. Donc, je ne suis pas d'accord et c'est la campagne que je fais. Ce journal se poursuit, Madame, Monsieur, dans les chapitres de la commémoration. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, l'honorable professeur Jacques Njoli Esengekeli, a pris part le samedi 28 septembre à une table ronde organisée par le collectif 24, une structure de la société civile. Cette activité rentre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale d'accès universel à l'information célébrée chaque 28 septembre de l'année. Intégrer l'accès à l'information et la participation dans le secteur public, tel est le thème retenu pour l'année 2024. Jocelyne Massial. Le 28 septembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale du droit d'accès universel à l'information. C'est dans cet élan que le collectif 24, une structure de la société civile qui milite pour le droit d'accès à l'information en République démocratique du Congo, a organisé une table ronde avec pour objectif d'amener le gouvernement congolais à comprendre l'importance d'intégrer l'accès à l'information et la participation dans le secteur public et voter la proposition de loi relative à l'accès à l'information et la transparence dans la vie publique. Prenons la parole dans le cadre de cette rencontre. Le professeur Jacques Njoli a évoqué l'importance de la loi sur le droit d'accès à l'information et son impact sur la gestion de la chose publique en ce qu'elle exige la transparence de la vie publique. Il faut que nous puissions assurer la transparence de l'information. Que le peuple, dans un État démocratique comme celui de l'autre, ce peuple qui est propriétaire de ses ressources sache et le droit de savoir, d'être informé sur la gestion, la destination de ses ressources. Et que l'État intériorise dans son architecture normative les outils, parce qu'aujourd'hui, la démocratie, l'État des droits, la bonne gouvernance, la lutte contre la pauvreté et le développement passe nécessairement par l'adoption de cette loi. Nous l'avons commencé en 2009 en tant que sénateur, on l'a fait adopter au niveau du Sénat. Lorsque je suis allé dans d'autres institutions, les collègues ont mené ce combat. Il y a certainement des défis de comprendre quel est le sens de cette loi, parce que très souvent, même au niveau le plus élevé international, on confond la loi d'accès à l'information à la loi portant organisation de la liberté d'expression, qui est l'aspect passif des droits d'informer et d'être informé. Motif de satisfaction pour le secrétaire exécutif du collectif 24, Henri-Christin Lungenja, de voir le droit d'accès à l'information apporter une valeur ajoutée et entrer à la transparence de la chose publique. Le public devrait savoir que maintenant, ce n'est pas seulement les questions d'accès à l'information, il y a aussi la donne de la transparence à la vie publique, parce que c'est cette touche-là qui montre vraiment cette dimension active de ces droits que d'aucuns confondent peut-être toujours avec la liberté de la presse. Mais en écrivant, en intitulant notre texte explicitement comme ça, la loi d'accès à l'information et à la transparence, la vie publique, ça montre déjà que la RDC doit s'engager dans le sens de l'ouverture. Le collectif 24 espère voir cette proposition de loi être retenue et classée dans les calendriers des matières qui seront débattues pendant cette session de septembre, malgré qu'elle soit budgétaire.
Parlons justice à présent. Jacques Ndala, ancien coordonnateur national de la jeunesse du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, a officiellement confirmé sa plainte sur viol ce lundi 30 septembre au parquet de grande instance de Kinshasa à Gombe. Ce dépôt intervient après plusieurs révélations concernant les abus qu'il aurait subis lors de sa détention à l'Agence nationale de renseignement ANR en 2021. Suivez. Condamné à 22 mois de prison, Jacques Ndala avait été libéré en juin 2022 après avoir purgé 11 mois à la prison centrale de Makala grâce à une grâce présidentielle. La révélation du viol a récemment fait surface après une vidéo choquante publiée par Denise Mukendi Dissochoy, une influenceuse digitale pro-pouvoir qui a affirmé être à l'origine de l'agression. Dans cette vidéo, Denise Mukendi détaille son implication dans cet acte, suscitant une vive indignation publique. On t'a visité par derrière, tu es resté ma boule, tu es devenue une femme. Quand il a fallu enlever ta dignité, je le fais sans cœur. Le propos choquant ont déclenché une enquête ordonnée par le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. Le ministre a instruit le parquet à l'inspectorat général de la police judiciaire de parquet d'ouvrir une instruction sur cette affaire, demandant à Jacques Ndala de fournir de preuves supplémentaires, y compris un certificat médical. Le Conseil supérieur de la communication et des médias, CESAC, a imposé un embargo médiatique de 45 jours sur les protagonistes, interdisant tout passage médiatique ou sur les réseaux sociaux à Jacques Ndala et Denise Mukendi. Denise Mukendi a été extradée de Brazzaville vers la RDC et est actuellement détenue à la prison centrale de Makala après avoir été présentée au procureur. C'était un commentaire rendu par Viningali Junior. Tout à fait autre chose. Contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, l'initiative Tony Mwaba n'est pas un parti politique, mais bien une association sans but lucratif dont la mission est centrée sur les actions sociales. Une révélation faite au cours d'une réunion tenue le dimanche 29 septembre au quartier Tchad dans la commune de Mongafula par son coordonnateur Roger Mikanda. Drapeau flottant sur chaque coin, symbole de la présence et de l'autorité du parti, Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, à l'ASB Initiative Tony Mwaba. Cette association sans but lucratif, qui porte exclusivement le nom de son visionnaire, Tony Mwaba Kazadi, a réuni le dimanche 29 septembre 2024 les chefs de base du quartier Tchad situé dans la commune de Mongafula pour une réunion importante organisée par la nouvelle équipe de la coordination intérimaire dirigée par Roger Mikanda. Cette rencontre avait pour but de discuter des nouvelles orientations et idéologies de l'association avec tous les chefs de base de ces coins de la capitale. La SIB Initiative Tony Mwaba soutient fermement les actions du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, sous la vision de son mentor, Tony Mwaba, le meilleur élu de Kinshasa. Contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, ITEM n'est pas un parti politique, mais bien une association sans but lucratif, dont la mission est centrée sur les actions sociales. Tony Mwaba, membre de l'UDPS qui reste toujours fidèle au président Félix Tshisekedi, en respectant toujours son engagement à promouvoir les valeurs et les initiatives du président Félix. Au cours de cette réunion, le coordonnateur national Roger Mikanda a souligné l'importance de cette rencontre pour renforcer la cohésion et l'unité au sein du quartier tout en diffusant les nouvelles directives de l'association. Les chefs de base ont exprimé leur soutien et leur engagement à travailler ensemble pour le développement et le bien-être de leur base. Cette réunion marque un pas significatif vers une nouvelle organisation et une communication plus efficace des objectifs de la SIB Initiative Tony Mwaba, tout en consolidant son rôle en tant qu'acteur clé dans le soutien aux actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était un reportage signé Meshak Lofaka.
Parlons société, les conducteurs de moto ont déclenché une grève ce lundi 30 septembre 2024 dans plusieurs coins de la capitale congolaise, perturbant ainsi la circulation. De 7 h du matin, la majorité des conducteurs se sont stationnés, refusant de prendre des clients. D'autres conduisants de motocyclistes, tricycles plutôt, dits 3 pneus, ont intensifié la situation en interpellant leurs collègues et en forçant les passagers à descendre. Bijoulou Mouna signe cet élément. Ce lundi matin, la semaine a débuté avec une ambiance particulière au rond-point Kintambo Magasin dans la commune de Ngaliema. Pour cause, la manifestation de conducteurs de taxi-moto qui ont décidé de dénoncer les comportements de certains agents contre eux. Cris, klaxons et chansons, tous les moyens de communication étaient bons pour ces conducteurs de moto pourvu qu'ils passent leur message. Bien que leur manifestation soit pacifique, celle-ci n'a pas été sans conséquences négatives. Elle a entre autres occasionné un bouchon qui a empêché les usagers de la route d'arriver à destination à temps. L'un de ces conducteurs qui a requis l'anonymat s'est exprimé pour dénoncer ce qu'il reproche aux agents de service de l'ordre. Certains agents de l'ordre ne se préoccupent plus à réguler la circulation routière pour éviter les embouteillages. Leur attention est plus tournée vers les conducteurs de moto avec toutes sortes de tracasseries s'ils viennent nous arrêter. Un autre conducteur parmi ces manifestants pense que certains agents considèrent les motos-taxis comme source de recettes journalières pour eux. Je pense que c'en est trop. Nous n'allons pas finir leur souffrance. Nous aussi, nous avons les nôtres. Nous ne travaillons pas pour eux, mais plutôt pour nous occuper de nos familles. Des manifestations similaires ont été signalées à la place Victoire dans la commune de Kalamou et sur l'avenue Willery dans la commune de Lingwala. L'autorité urbaine est appelée à intervenir pour trouver des solutions à ce problème afin d'éviter les dérapages. Terminons avec cette page noire. Mutombo Dikembe, l'une des figures emblématiques de la NBA et quadruple vainqueur du titre meilleur défenseur, est décédé ce lundi 30 septembre 2024 à l'âge de 58 ans des suites d'un cancer du cerveau. Les pivots congolais célèbrent son rôle dominant en défense et son engagement humanitaire laisse derrière lui un héritage immense dans le monde de basketball et au-delà. Mutombo Dikembe, né à Kinshasa, est reconnu comme l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la NBA. Il a marqué l'histoire avec son célèbre Mutombo Finger Wag, un geste de défi agitant son doigt après un contre réussi avec 3,289 blocs à son actif. Il est le deuxième meilleur contreur de l'histoire de la NBA derrière Hakeem Olajuwon. Au cours de sa carrière, il a été sélectionné 8 fois au All-Star Games et a mené de Sixers de Philadelphie et de Nets de New Jersey aux finales de la NBA en 2001 et 2003. Bien que ces équipes aient échoué à remporter le titre, Mutombo a commencé sa carrière en 1991 avec Denver Nuggets avant de passer par les Atlanta Hawks, le Philadelphia, le New Jersey Nets, les New York Knicks et le Houston Rockets où il a pris sa retraite en 2009. Adam Silver, commissaire de la NBA, a salué la carrière et l'engagement de Mutombo Dikembe dans un hommage poignant. Dikembe Mutombo était tout simplement plus grand que nature. Sur le terrain, il était l'un des meilleurs contreurs et défenseurs de l'histoire de la NBA. En dehors du terrain, il a consacré son cœur et son âme à aider les autres. Personne n'était plus qualifié que Dikembe pour être le premier ambassadeur mondial de la NBA. Il était un humanitaire dans l'âme. Il aimait ce que le basketball pouvait faire pour avoir un impact positif sur les communautés, surtout dans son pays natal, la République démocratique du Congo et à travers tout le continent africain. J'ai eu le privilège de voyager à travers le monde avec Dikembe et de voir de mes propres yeux comment sa générosité et sa compassion ont inspiré et élevé des gens. Il était toujours accessible lors des événements de la NBA avec son sourire contagieux, sa voix grave et résonnante
pointe et son célèbre geste du doigt qui les rendait chers aux fans de toutes les générations. En dehors de terrain, Mutombo était un fervent défenseur de causes humanitaires. L'ambassadeur mondial de la NBA était particulièrement engagé en Afrique, où il a consacré une grande partie de sa vie à des œuvres caritatives, notamment la construction d'un hôpital en République démocratique du Congo, portant le nom de sa chère mère, que son âme repose en paix. Paix à son âme, et c'est la fin de cette édition du soir, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Dans un rapport publié ce lundi 30 septembre 2024, Médecins sans frontières MSF tire la sonnette d'alarme face à l'augmentation alarmante de violences sexuelles en République démocratique du Congo. L'ONG annonce avoir soigné plus de 25 000 victimes en 2023, soit plus de 2 victimes par heure. Les motocyclistes de la ville de Kinshasa ont déclenché ce lundi 30 septembre un mouvement de grève sur toute l'étendue de la capitale congolaise. À en croire ces derniers, les tracasseries routières sont à la base de ces mouvements de grève. L'ancien basketteur congolais Dikembe Mutombo, qui avait joué 26 ans en NBA, est mort à l'âge de 58 ans après avoir lutté près de 2 ans contre un cancer du cerveau, a annoncé ce lundi la Ligue nord-américaine de basket cet après-midi. C'était pour moi un plaisir de vous informer. Surtout, merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.